Voilà, donc moi je viens vous parler d'un sentier. Je suis très content d'être là. J'ai vu en fait sur les archives que vous aviez nos amis collègues de Yes We Camp l'année dernière. On a en commun avec eux en fait qu'on est deux bébés de 2013, l'année de Marseille capitale européenne de la culture. Donc l'initiative Yes We Camp qui s'est bien développée depuis. Puis nous qui sommes restés très locales, on est deux traces de cet événement qui a été quand même assez structurant pour la ville de Marseille. Donc, je viens vous parler d'un sentier qui est aussi un chemin de grande randonnée, qui a un nom un peu original. Vous voyez, c'est pas un numéro, c'est pas le GR13, hein, attention, c'est l'année de sa création, 2013, et de son bureau des guides, qui est l'association que je viens représenter aujourd'hui, qui est effectivement une association qui va venir animer ce sentier. Mais vous allez comprendre. Alors, voilà ce sentier. Alors, c'est un sentier qui a été créé de toutes pièces à l'occasion de cette année 2013. Vous voyez, il a plusieurs originalités. La première, c'est que c'est une boucle, ou plutôt un 8. Un 8, nous, on aime dire que c'est un signe infini qui se croise. Son centre, là où ça se croise, c'est la gare ex-TGV d'Aix-en-Provence. Et il a deux originalités principales, ce sentier. La première, c'est que c'est un sentier urbain et périurbain, qui change un peu des grandes randonnées qu'on connaît d'habitude. Et la deuxième originalité, c'est qu'il a été créé par des artistes. C'est pas seulement utilisé, mais il a été créé comme une œuvre de l'esprit collective d'un collectif d'artistes qui s'est constitué en cercle des marcheurs. Alors juste pour vous en dire deux mots, comment ça se fait qu'un sentier peut être une œuvre? C'est un truc un peu bizarre. En fait, il y a tout un historique de l'histoire de la marche à Marseille, notamment de la marche par des artistes, mais déjà de la marche. C'est dans ce sens-là. Alors ça voyez, c'est la petite affiche qui date de 2013, mais c'était pour l'iconographie que j'avais envie de vous la montrer. Il y a une histoire de la marche qui remonte au 19e, où à Marseille, de manière assez originale, il y a déjà une population, plutôt des bourgeois, hein, qui se sont mis à marcher déjà dans une posture de connaître le territoire, de le découvrir, dans ses dimensions géographiques, topologiques, géologiques, etc. Et ils se sont constitués en société des excursionnistes marseillais. Ça, c'est vraiment une institution pour nous à Marseille. Ils existent toujours. Ça s'appelle les escures maintenant. Voilà, donc vous pouvez aller marcher avec les escures. Et donc ça, c'est déjà un héritage qui fait que la marche à Marseille a toujours eu une place un peu particulière. Et puis après, pourquoi des marcheurs? En fait, la place de la marche dans l'histoire de l'art ne date pas d'hier, hein. On peut la faire remonter aussi au début des avant-gardes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des promenades surréalistes qui ont été ensuite assez radicalisées par la dérive situationniste. Donc il y a déjà dans l'histoire de l'art la pratique de la marche, de la dérive, et notamment la dérive urbaine, comme une pratique pour appréhender le monde, la vision décalée, ce que c'est qu'une œuvre par le regard du regardant, comment on peut regarder la ville et faire du déplacement de son regard, faire œuvre. Alors ça, c'est un historique, mais les chercheurs, les artistes marseillais, eux, avaient des pratiques très variées. Bien souvent, ils marchaient eux-mêmes, faisaient œuvre en constituant des balades, en faisant des itinéraires, en invitant des gens à marcher avec eux. Et là, pour cette année 2013, c'était une autre ampleur qu'il fallait prendre, c'est-à-dire faire œuvre commune et créer un chemin durable. Ça n'a pas forcément été évident pour tous, hein. Pour certains, leur itinéraire leur appartenait, c'était leur œuvre. Ils n'avaient pas forcément envie de la marquer d'un balisage jaune et rouge, d'en faire une marque que les gens allaient pouvoir pratiquer eux-mêmes. Donc c'était déjà une forme de déplacement, de se dire on va créer un sentier collectif. Donc vous voyez ce sentier qui pratique cette métropole. Métropole, juste parenthèse, qui est énorme, hein, la métropole Aix-Marseille, qui n'existait pas encore à l'époque, hein, d'ailleurs de 2013. La métropole Aix-Marseille, c'est la plus grande de France. C'est quasiment tout le département, sauf la Camargue. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va de... vous avez Marseille et donc sa côte, ça monte jusqu'à Aix-en-Provence. Donc le sentier, il fait le tour d'un gros massif qui s'appelle le massif de l'Étoile et du Garlaban, en passant par Aubagne, la vallée de Lubonne, Aubagne. Il traverse un grand plateau très vite qui s'appelle le plateau de l'Arbois, dont je vous reparlerai. Et ensuite, il fait un tour d'un autre élément naturel très important de cette métropole, qui est un trou, pour le coup, qui est un étang, l'étang de Berre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est une grande étendue d'eau saumâtre, hein, une lagune, un milieu humide assez rare, et qui est entourée de villes comme Marignane, Vitrolles, Martigues, Berre-l'Étang, et donc a eu pour le coup un passé industriel important, hein, parce que le tour de l'étang de Berre, ça a été un lieu d'industrialisation très fort depuis les années 50, notamment autour de la pétrochimie.
Voilà, donc constitution d'un sentier, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne sur un plan, c'est une infrastructure la plus légère possible, c'est un marquage rouge et jaune, et c'est un topo-guide, un guide pour marcher dessus. C'est tout simple hein, dans le sens. Mais très rapidement, si on se demande pourquoi un sentier, ça peut être aussi une œuvre de l'esprit, très rapidement, il est apparu évident que dessiner un sentier, c'est aussi créer un récit de territoire. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte un sentier? En fait, chaque fois qu'on fait un choix, passer là plutôt que là, regarder ci plutôt que ça, passer derrière une industrie, traverser une autoroute, traverser des quartiers bourgeois, puis un massif naturel, tout ça, ça dit quelque chose et c'est pas du tout anodin, c'est pas quelque chose de neutre. Chaque fois qu'on dessine un sentier, on raconte quelque chose de notre territoire. Donc là, vous voyez des pentes qui donnent sur les quartiers nord de Marseille et vues sur la mer, mais vous voyez aussi une énorme zone commerciale. Là encore, dans les quartiers nord de Marseille, on traverse des friches urbaines. Là, c'est un terril, en fait. C'est un endroit, une friche de fête, parce qu'elle est complètement stérile. C'est des restes de boue issus d'une industrialisation passée. Donc ce sentier, il traverse des zones naturelles absolument somptueuses. Là, vous voyez un petit duo en train d'entretenir un marquage. Et parfois, il nous amène aussi à aller voir où est-ce qu'un ruisseau se jette dans la mer, sous des grues, sous les grandes tours qui font le bord du port de Marseille. J'aime bien cette photo parce qu'on pratique beaucoup au bureau des guides la pratique du trou dans le grillage. Alors là, c'est plutôt un trou dans le mur. Mais le trou dans le grillage, pour nous, c'est une manière de parler un peu au sens qu'on a voulu donner à ce sentier. La métropole marseillaise, ex-Marseille-Provence, pour être plus précise, elle se caractérise par une immense fragmentation. C'est un paysage, c'est une métropole très, très diverse et très fragmentée, à la fois sur le plan géographique, vous avez vu, on a cette ville Marseille qui est entourée de collines, donc bien quand même coincée, avec uniquement une vallée, deux vallées qui permettent d'en sortir, avec des collines, des étangs, des garrigues, une fragmentation sociale très forte. Sans doute vous avez entendu parler que Marseille est la ville la plus inégalitaire de France, entre le sud et ses résidences fermées, les cités populaires tristement connues des quartiers nord, des zones commerciales, des voies rapides, des zones industrielles. Donc c'est extrêmement complexe de se repérer dans cette métropole. Et la question qui s'est posée pour nous, il y a aussi, à cette fragmentation géographique sociale, se rajoute aussi une très forte fragmentation, même mémorielle, quoi. On a quand même une ville qui, d'un côté, est très marquée par un passé colonial. On a cette opposition Aix-Marseille avec Aix, qui était l'ancien Parlement de Provence, donc a tout à fait une autre histoire, et une autre histoire provençale, qui n'est pas du tout la même qu'une ville portuaire. Donc des conflits de mémoire, une histoire industrielle, une histoire agriculture, et très 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 varié, et c'est très difficile de créer une identité. D'ailleurs, vous savez, vous avez dû suivre dans l'actualité des 10 dernières années à quel point ça a été compliqué de se mettre d'accord pour créer cette métropole, et à quel point les difficultés de dialogue entre des villes comme Aix, Marseille, Aubagne ou Martigues ont structuré, ont rendu compliqué la constitution de cette collectivité. Et donc pour nous, pour le sentier, ça a été comment un sentier de marche peut révéler que malgré toute cette fragmentation, on est bien sur le même sol, hein. On vit tous sur le même sol. Comment le sentier lui-même peut devenir une forme d'enquête de ce qui lie ces territoires aussi fragmentés. Comment on peut sortir d'une ville comme Marseille à pied. Comment on peut essayer de comprendre ce qui lie un territoire industriel à ces collines juste derrière. Où circule l'eau dans cette ville? D'où vient l'eau à Marseille? Il y a toute une histoire sur la difficulté de boire à Marseille, hein, qui a été résolue très tard au 19e par la constitution d'un grand canal, le canal de Marseille, qui ramène l'eau de la Durance, hein, sur plus de 100 km. Donc nous, on se pose la question, elle circule où cette eau? Il passe où ce canal? Comment l'eau arrive à notre robinet, ou comment l'eau arrive à la mer? Parce qu'il y a aussi des ruisseaux et des fleuves côtiers. Et donc la pratique du trou dans le grillage, c'est aussi comment, en marchant, on arrive à créer du sens et du lien sur ces territoires fragmentés, comme on passe à des endroits où on n'est pas censé passer.
Parfois, le trou dans le grillage, c'est ce qu'on appelle des chemins tracés par les habitants, ce qu'on appelle des chemins de désir. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est quand un sentier est créé par des usages qui parfois dérogent complètement à ce qu'avaient prévu les urbanistes et les paysagistes d'ailleurs. Hein. Mais c'est plus pratique de passer par là. Donc, on voit des traces, c'est des chemins de désir. Bien souvent, les trous dans le grillage, ce sont aussi de la piste animale. Hein. Bien souvent, les trous dans le grillage sont créés par les sangliers. Ça nous intéresse aussi de comprendre comment la piste animale nous permet de dépasser des ségrégations spatiales au sein d'un grand espace urbain et périurbain. Et puis, bien souvent, le trou dans le grillage, c'est pour nous aussi une métaphore sur non seulement déjouer, on va dire, les séparations spatiales, les séparations sociales, mais aussi la hiérarchie des savoirs. Donc, le trou dans le grillage, c'est aussi le pas de côté. Comment on peut, en marchant, apprendre ensemble sur ce territoire, comment l'habiter, quelles sont ses particularités, ses caractéristiques, son histoire. Voilà, donc nous on pratique pas mal les passages dans les trous, on crée des sentiers, on passe là où on n'est pas censé aller. Donc ça c'était ce qu'avait un peu, on va dire, présidé à la création. L'année 2013 passant, le sentier est là pour durer, il a un marquage qu'il faut entretenir, mais il y a un topo guide. Mais on s'est bien vite aperçu que si on s'arrêtait là, tout ce que je viens de vous dire sur ce qui avait amené à créer ce sentier allait assez disparaître, quoi. Ça allait devenir... peut-être des gens allaient encore se passionner pour traverser de l'urbain à pied, mais ça allait se perdre. Et qu'il fallait animer cette idée, animer ce sentier, animer cette enquête permanente sur comment vivre ensemble dans cette métropole. Et donc c'est là que s'est créée l'association Le Bureau des guides du GR 2013, auquel je participe, qui va, du coup, depuis à peu près 10 ans maintenant, proposer toute l'année 2 marchés sur ce sentier, mais bien souvent aussi à côté, hein, parce que le sentier, c'est notre raison d'être, mais on s'autorise largement à marcher partout, et de marcher avec des artistes, de marcher avec des chercheurs, avec des scientifiques, marcher parfois avec des aménageurs, on invite des urbanistes à venir marcher avec nous, et marcher parfois aussi juste avec des habitants qui sont experts de leur propre milieu et qui viennent partager leurs propres connaissances. Et donc ça prend plein de formes, hein. Chez nous, c'est une programmation de balade toute l'année, mais qui parfois relève plutôt de l'éducation populaire, ce qu'on appelle nous de l'école buissonnière, apprendre dehors, parfois plus de l'art en plein air, l'art en l'espace urbain ou l'art du paysage, parfois quasiment du séminaire d'écologie en plein air, hein, parfois, enfin bref, prend toutes sortes de formes. Donc j'ai décidé aujourd'hui de juste vous donner quelques... Je ne sais pas où j'en suis de mon temps, ça va, de vous donner quelques illustrations, un peu pour vous donner à voir, plutôt qu'un discours théorique, voilà, quelle forme ça peut prendre. Et donc là, je vais vous parler d'une balade, d'un type de balade et d'enquête qu'on fait justement au centre de ce grand 8, de ce grand signe de l'infini, qui est la gare d'Aix-TGV. Vous savez, c'est ces genres de grandes gares qu'on crée dans des espaces où il n'y a rien, loin des centres-villes, qu'on trouve un peu partout en France maintenant. Aix-TGV, c'est ça. Hein. On peut y aller qu'en voiture. Il faut trouver une place de parking, c'est toujours insuffisant, donc il y a des bagnoles partout. Et sinon, avec des navettes depuis des centres-villes voisins. Donc vraiment un espace pas fait pour venir à pied, quoi. Hein. Et donc on a décidé de marcher, de partir de ce point-là, cette espèce de nombril d'infrastructure au centre de notre métropole. Voilà, petite page dans notre topo guide, c'est donc le point zéro, hein, c'est un peu le point zéro de la carte. Alors il ne fait pas toujours beau à Marseille, vous avez vu? Parfois on va marcher en plein hiver et il fait moche, c'est possible. Sortir d'une gare TGV à pied, déjà c'est une expérience, hein. Rien que ça, c'est quelque chose, quoi. C'est très très bizarre, surtout quand on est un peu nombreux, il faut enjamber des glissières, traverser des voies rapides, c'est hyper dangereux, c'est très très bizarre. C'est en soi vraiment intéressant. Et quand on sort de cette gare TGV, eh ben, très vite on se retrouve au cœur de ce plateau de l'Arbois, qui est un grand plateau calcaire immense et vide, qui a une nature extrêmement belle, mais avec des usages très très variés. Juste à l'extrémité de la gare, là vous ne le voyez pas, c'est pas forcément visible, mais il y a un lieu de cruising gay. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est des lieux de rencontres sexuelles furtives dans la nature. Voilà. Il y a juste à côté aussi, bien sûr, des camps de campement de gens du voyage. Il se passe énormément de choses et donc on va commencer à traverser ce territoire qui apparaît comme une zone naturelle, une gare méditerranéenne, mais qui, en fait, on se rend compte qu'il y a des usages extrêmement bizarres. Alors,
Typiquement, en pleine zone naturelle, on va voir aussi de l'arrière-cour de la modernité capitaliste. Hein. Les grandes infrastructures électriques que vous voyez, une immense décharge de top de la modernité, fermée, caméra, gardien. Mais vous savez que dès qu'on fait une grande décharge fermée, juste à côté, il y a du dépôt sauvage, très généralement. Donc là, c'est ce que vous voyez, des grandes zones de dépôt sauvage en plein sur le plateau de l'Arbois. Et puis, on peut rentrer aussi dans l'épaisseur du temps sur ce plateau. Voilà, je voulais cette balade, par exemple, typiquement celle qu'on a fait je crois que c'était en décembre 23, on l'a fait pour rendre hommage à un de nos membres fondateurs, un artiste marcheur qui s'appelait Hendrik Sturm et qui a disparu à l'été 23 et qui était un grand spécialiste et un grand passionné du plateau de l'Arbois, de cet espace. Et donc, il a fait tout un travail à la fois d'enquête sur le terrain et de recherche dans les archives pour se rendre compte que ce plateau, alors vous, ça va vous paraître beaucoup plus facile à imaginer que nous en Provence, mais ça a été un grand camp de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une ville éphémère de 100 000 GIs qui étaient venus par le débarquement de Provence et qui sont restés là pendant un bon moment, et ils étaient en cantonnement sur le plateau de l'Arbois avant de repartir dans le Pacifique. Et donc, au milieu de cette ville qui a complètement disparu, hein, il y a encore un chemin, l'allée centrale, qui est encore un chemin qui traverse, s'appelle l'avenue de Tokyo, hein, qui était l'avenue pour partir en Pacifique. Donc c'est assez marrant, l'avenue de Tokyo en plein plateau de l'Arbois. Et il n'en reste plus rien. C'était vraiment une ville construite pour être éphémère. Et là, il faut vraiment regarder sous ses pieds. On voit des traces de béton, des baraquements. On retrouve des vieilles bouteilles de coca. On retrouve des traces comme ça extrêmement... on va dire, très, 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 très futile de cette présence. Mais on trouve aussi, par exemple, vous voyez ce plateau, et il est traversé par quelques vallons, qui sont déjà des lieux géologiquement passionnants de transformation de ce grand plateau calcaire, qui ont été utilisés pour, là, en l'occurrence, un théâtre de plein air. Théâtre de plein air qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes, hein, quand même, dans lequel des stars du jazz sont venues chanter pour les GIs. Et on a appris aussi que Marlène Dietrich était venue. Donc voilà. Donc, ça, c'est une pratique qu'on peut faire en baladant, se balader avec des photos d'archives, essayer de retrouver dans le paysage des photos qu'on a vues. Et donc, en hommage à Hendrik Sturm, on a rebaptisé ce vallon le vallon Marlène Dietrich. C'était un moment assez beau. Alors, les photos d'archives, parfois c'est des photos d'archives, parfois c'est des peintures. En fait, ce n'était pas la première fois que le plateau de l'Arbois a été utilisé pour cantonner des militaires. Ça a été utilisé aussi pour les armées de Napoléon III qui ont stationné sur le plateau de l'Arbois avant de s'embarquer à Marseille pour la guerre de Crimée, vers 1850, 1855, quelque chose comme ça. Voilà, ce genre d'expérience qu'on peut faire en se baladant. Et puis, on se retrouve aussi sur des choses assez bizarres. Là, ce n'est pas de la géologie, c'est un dépôt de boue rouge lié à l'industrie d'alumine qui vient des usines et des mines de Gardanne. Les boues rouges, voilà, c'est cette forme de dépôt complètement stérile qui ne bouge plus et qui en même temps crée cette espèce d'image assez spectaculaire dans le paysage. Voilà, un peu pour vous dire un type de balade qu'on peut faire ou que vous pourriez faire si vous venez avec nous découvrir ce territoire. Alors j'avais un autre exemple qui pour nous parle un peu aussi de comment on voit notre pratique. C'est aussi l'héritage industriel de toute cette zone. Donc là, on est au bord du golfe de Fos, donc on va dire à l'extrême ouest de la métropole marseillaise. Le golfe de Fos, c'est ce grand golfe, autour là où il y a eu un vraiment massif développement de l'industrie. Il y a énormément de pétrochimie, il y a ArcelorMittal. Quand nous, on le voit de loin, on voit les torchères quasiment depuis Marseille. Pour nous, on l'appelle le Mordor. Hein. C'est très impressionnant ça. Vous devez connaître aussi, je pense, ici dans ce territoire. Non, vous avez un Mordor aussi, non, ici, hein, voilà. Donc je vous apprends rien. Mais un peu en amont, plus près de Marseille, il y a cette centrale électrique thermique alimentée par les raffineries voisines, qu'on appelle la centrale de Ponto, avec ses 4 cheminées, qui est très ancienne et qui est depuis très longtemps dans le paysage et qui ne sert plus. Donc on a appris fin 22 qu'elle allait être démantelée. Et alors, ils ne vont pas les exploser, ils vont les grignoter. Ça, on ne connaît pas cette technique. Ils vont grignoter les cheminées.
Et pour nous, ça nous a beaucoup interrogés parce qu'on s'est rendu compte que ces cheminées de centrales thermiques, elles avaient un statut extrêmement ambigu. Elles rappelaient un passé industriel douloureux. Vous savez que tout ce territoire autour de Fos, c'est aussi encore un endroit où il y a un nombre de maladies liées à la pollution qui est phénoménal, avec des concentrations de cancers de tout type. Donc il y a encore des gens qui vivent sur place dont les parents travaillaient à récurer de l'intérieur les cheminées des centrales thermiques. Donc quand même des boulots assez épouvantables. Donc ça rappelle quand même une dureté de ce qu'a fait l'industrie lourde sur ce territoire. Et en même temps, ces cheminées, c'est un repère dans le paysage. Il y a une forme d'attachement qui s'est développée, on les voit de partout. C'est un amer pour les marins et pour les pêcheurs. Et que donc les grignoter, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin. Et on s'est intéressé à la pensée d'un philosophe qui s'appelle Antoine Monin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Héritage et fermeture, et qui parle de la question de nos héritages qui sont pas seulement des choses qu'il faudrait sauvegarder, mais des choses dont il faut qu'on se débarrasse, qu'il appelle des communs négatifs. Donc, vous savez, donc, la notion des communs, c'est souvent vu comme un truc extrêmement positif, quelque chose qu'il faut cultiver ensemble. Nous, on parle beaucoup, le langage du commun, au bureau des guides, mais il y a aussi des communs négatifs qui sont l'héritage. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Toute cette zone de l'étang de Berre, de bassin de Fos, avec cette industrie lourde extrêmement polluante, c'est notre boulot de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et si elles ont été imposées par le haut, par la puissance publique, avec des plans d'aménagement très importants et Trente Glorieuses, est-ce que ça ne devrait pas être une question citoyenne et commune de se dire comment on démantèle cette trace du XXe siècle industriel? Qu'est-ce qu'on fait et comment on gère le statut ambigu en travaillant à la fois sur la question de l'habitabilité des territoires, mais aussi sur les questions d'attachement et de patrimoine, et notamment de patrimoine culturel qu'a représenté aussi l'industrie, pour tous ces bassins de vie, ces bassins d'emploi. Alors, pardon, j'accélère un tout petit peu. Du coup, nous, on a dit que, comme en 2013, c'était les 10 ans du GR, on allait faire des cheminées, nos bougies d'anniversaire. Donc voilà, c'est nos petites com. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on a décidé d'en faire nos totems. Et alors, on a refait des cheminées. Voilà. Vous allez voir comme ça, comment dire, un hommage extrêmement subtil à Jordi Colomer et à ces structures de maquettes qu'il porte. Donc, on a décidé de faire des petits totems de ces cheminées, mais de les faire portatives et d'aller se balader avec, d'en faire quelque chose qu'on allait questionner en lien avec le territoire. Et on a organisé une grande aventure sur 3 jours avec des marches de nuit. Donc là, Jordi Colomer, ça devient plutôt, vous savez, un peu ce qu'on appelle les nebuta, c'est les chars japonais qui s'illuminent la nuit et qu'on porte sur son dos. Donc voilà, on a fait des petits nebuta / cheminées d'usine qu'on a baladé pendant une longue marche de nuit. Donc ça a été un week-end de 3 jours qui a commencé par une marche où on a marché de 18h à 2h du matin dans ce territoire. Qui était assez fantastique. Donc voilà, vous voyez, ce genre de paysage, notre Mordor, on marche là-dedans et on s'interroge ensemble sur comment ce territoire nous appartient encore. Qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire pour qu'il continue à être notre sol commun, malgré l'héritage, le commun négatif. Voilà, alors des petites interventions d'artistes. Là, il y a une plasticienne et performeuse, Camille Goujon. Elle nous a fait, alors c'est pas la petite sirène, elle l'appelle la petite styrène. Donc, vous voyez, très délicate. Sur sa petite marée noire, elle sort de son magnifique coquillage shell. Donc voilà, elle nous a fait une apparition comme ça sur une plage pendant cette marche. C'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas que des intellos. Parfois, on fait un peu des trucs marrants. Là, je change de territoire pour vous montrer que donc parfois, ça prend la forme de marche en quête, ça prend la forme d'aventure éphémère sur le temps d'un week-end où on fait intervenir plein d'artistes. Parfois, pour nous, ça prend la forme d'obsession un peu durable. On s'attache à un endroit et on se dit là, on va rester, on va travailler pendant des années parce que là, c'est dans le temps qu'on va réussir à comprendre ce qui se joue. Et là, ce que vous voyez, c'est un ruisseau qui s'appelle le ruisseau des Égalades. Mais la commune au-dessus, on l'appelle le ruisseau Caravelle. Déjà, il y a un problème. Bon, on va l'appeler le ruisseau Caravelle-Égalade. C'est un ruisseau qui traverse tous les quartiers nord de Marseille et qui se jette dans le port autonome, dans le port commercial. Donc c'est un ruisseau et un fleuve côtier. Et un ruisseau méditerranéen, ça veut dire à sec tout l'été et qui peut déborder et devenir extrêmement violent l'hiver.
C'est un peu le propre de ces cours d'eau. Et ce ruisseau qui a été extrêmement structurant dans l'histoire de Marseille, donc notamment son passé bastidaire, dans le nord de Marseille, il y avait des très grands domaines d'exploitation agricole, etc., a complètement disparu. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire il a été recouvert par des autoroutes, par des industries, par des quartiers. Il a été rayé de la carte, il a été oublié des mémoires. Plus personne ne savait qu'il y avait un cours d'eau qui passait là et personne ne s'en occupait. Les seuls qui savaient à peu près que ça existait, c'était les égoutiers. Les égoutiers de la ville qui devaient gérer un peu les embâcles pour réduire les risques d'inondation, mais personne ne s'en occupait. Et on est allé marcher. À un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cours d'eau? Et on a décidé de marcher dedans. De marcher parfois avec, vous voyez, il faut s'équiper un peu pour y aller. On a marché avec des étudiants, on a marché avec des bureaux d'études, on a marché avec des écologues pour essayer de comprendre ce que c'était que ce cours d'eau. Et très rapidement, s'est constitué un collectif pour en prendre soin, qui a rassemblé depuis le début des gens bizarres comme nous, des scientifiques, des écologues, des citoyens, des riverains et aussi des artistes. Parce qu'on a très vite remarqué que prendre soin d'un cours d'eau aussi dégradé, ça nécessitait de recréer un récit commun. C'est tellement abîmé que c'est très facile de dire de toute façon c'est foutu, quoi. Donc comment on se redonne du courage, comment on se redonne de l'envie et une capacité d'attachement? Il faut qu'on se recrée un imaginaire autour de ce cours d'eau qui ne soit pas seulement un imaginaire passéiste. Hein, parce qu'on a des photos magnifiques, hein, on a des dames 1900 en robe de dentelle sous une cascade. Mais aujourd'hui, bon, à part ce souvenir-là, il faut créer un nouvel objet de désir. Quoi, Alors ça a pris la forme de ce collectif citoyen qui a décidé de s'attacher à une petite crevette qui vit dans les cours d'eau et qui est un bon indicateur de la santé. Alors autant vous dire que sur le ruisseau des Égalades, ces crevettes vont pas très bien. Et ces crevettes s'appellent les gamards. Peut-être vous avez entendu parler. Donc ce collectif s'est appelé le collectif des gamards. Et le collectif des gamards, il est animé, on va dire coordonné par le bureau des guides, mais il est largement autonome. Il fait un travail d'enquête vraiment poussé, c'est-à-dire qu'on a du coup des citoyens qui deviennent des vrais experts de la question de la santé des cours d'eau et plus généralement de l'eau en milieu urbain. Ça prend la forme du coup sur des modes assez classiques hein, de militance citoyenne et d'éducation populaire, de création d'édition. On crée un journal ensemble, c'est la Gazette du Ruisseau, dans lequel il y a vraiment un contenu on va dire de connaissances et à la fois un travail, enfin c'est un très bel objet aussi. Et puis ça peut prendre la forme festive. Donc tous les ans, une fête du ruisseau. Une fête du ruisseau, c'est du ramassage, c'est une grande parade carnavalesque qui traverse les quartiers nord, c'est des performances artistiques, c'est voilà, de la sensibilisation, de la discussion, des conférences, etc. Voilà un type d'intervention qu'on fait aussi. J'ai encore 2 secondes. Ah oui, là juste pour vous montrer que dans les types d'enquêtes qu'on peut faire, il y a aussi comprendre ce que c'est qu'un bassin versant. Et donc comment on peut pas seulement avoir une identité de quartier, de commune ou de sa résidence ou de sa cité, mais comment on peut se rendre compte qu'on appartient à une collectivité qui s'appelle un bassin versant autour d'un ruisseau. Et pour finir, juste, et là voyage, là on quitte Marseille et on va de l'autre côté de la Méditerranée. Ça c'est une vue de Tanger. Pourquoi je vous en parle? Parce que nous, vous avez compris, toute notre manière de faire, toute notre légitimité, on la fonde vraiment sur notre lien à ce territoire. On n'a jamais fini de le découvrir, ce territoire de la métropole Aix-Marseille. On essaye plutôt de creuser, d'habiter de plus en plus profondément, sensiblement, d'accroître une connaissance, de créer une connaissance commune. Et là, on est invité à Tanger. Par un collectif qui s'appelle Think Tanger. Il faut savoir que la ville de Tanger, elle est en mutation, mais de manière extraordinaire. Depuis que Mohamed VI a décidé d'investir massivement, de créer le plus grand port de containers d'Afrique et des zones franches industrielles partout, la ville a doublé en l'espace de 15-20 ans. Donc c'est une ville, c'est une mutante totale. Et il y a ce groupe d'artistes, Think Tanger, qui a décidé d'inviter donc des artistes en résidence pour documenter cette mutation en cours et de s'interroger sur comment on peut continuer à faire une identité culturelle urbaine d'une ville qui est en mutation aussi rapide. Et ils nous ont invités et on s'est dit mais nous on fait on parle que de ce qu'on connaît quoi. Nous on va pas se permettre de raconter quelque chose sur une ville, un contexte qu'on connaît pas.
Et puis en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on sait faire, c'est pas seulement parler de choses qu'on connaît, mais en fait, on a créé au cours de ces années une forme de capacité à créer des dispositifs. En fait, on a une forme de méthodologie sur pattes. Donc, peut appeler ça penser en marchant, on peut appeler ça enquêter collectivement, on peut appeler ça à développer une forme de curiosité. Et donc, on est venu une semaine en résidence. Là, c'est tout récent, fin 2024, et en l'espace d'une semaine, on a créé une balade en assumant complètement notre ignorance crasse, mais plutôt en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire marcher autour d'une zone humide dont le statut est complètement pas géré pour l'instant par l'urbanisation de Tanger, aller à la rencontre des habitants, rencontrer des agriculteurs qui jouxtent la nouvelle gare TGV de Tanger. Enfin, on a des obsessions quand même. Donc on a traversé une zone périphérique de Tanger en retrouvant aussi des ressources qu'on connaît. Par exemple la canne de Provence, ça vous ne connaissez pas. Hein. C'est une forme de roseau entre le roseau et le bambou qui est une plante dite invasive chez nous, mais nous on a un autre rapport à la canne et on la travaille. Il y en a plein là-bas. Donc on a traversé des caniers, on a traversé des zones humides, on a parlé aux habitants, on a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que cette zone et on a créé une balade qui maintenant va être reprise par les artistes de Sing Tanger qui vont la rejouer avec leurs propres connaissances et qui vont accumuler sur ce territoire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et donc finalement, pour nous, un sentier ou un bureau des guides, c'est vraiment quelque chose dont on essaye de ne pas déterminer de manière définitive à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que ça produit. On est plutôt, on va dire, inspiré par ce que Isabelle Stengers, qui est une philosophe, appelle un dispositif génératif. Voilà. En fait, on est une forme de dispositif génératif pour créer des savoirs communs, un attachement à notre territoire, et en marchant. Voilà. Merci. Waouh. J'étais avec toi sur les chemins, là, complètement. Est-ce qu'il y a des questions pour Noémie ? Il y a des questions. Mon cher Benjamin, il va falloir... Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était passionnant. Je ne pensais pas qu'un bureau des guides pouvait faire tout ça. Je ne sais pas si on a l'équivalent par ici. Sur un point en particulier de votre intervention, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qu'il est advenu des 4 cheminées ? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ici aussi, on a nos 2 cheminées de centrale EDF qui sont, enfin, dont l'avenir est sérieusement compromis. Donc voilà, je vais peut-être juste nous dire l'après de vos actions, s'il vous plaît. Alors, ça y est, hein, elles ont disparu, ou elles sont quasiment disparues. Ce qui est intéressant dans ce que vous posez comme question, c'est la limite de ce qu'on peut faire, nous, entre se poser des questions ou passer du côté de la militance, on va dire. Nous, notre pratique, elle est plutôt... On s'articule souvent à des collectifs militants, et nous, on se met plutôt à leur service ou on les articule avec d'autres acteurs du territoire. Nous, ce qu'on aime, en fait, c'est vraiment faire circuler ou faire de la conversation entre tout le monde. Donc c'est hyper intéressant pour nous d'arriver à parler à EDF et d'essayer de leur faire expliquer quel est leur projet et de les faire rencontrer des habitants du coin, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. On n'est pas les collectifs militants eux-mêmes qui vont se battre pour une cause particulière dans le territoire, sauf par exemple quelque chose comme le ruisseau. Alors là, vraiment, là, on s'engage dans quelque chose... donc là, non. Puis là, très honnêtement, on a été pris de court, hein. C'était pas du tout public comme information. C'est vraiment, on l'a appris de manière. Enfin, c'était un tout petit article dans la Provence. Donc oui, ça y est, elles ont disparu. Mais par contre, faire de la question de l'héritage industriel une question sociale, ça, c'est quelque chose sur lequel on a envie de continuer à réfléchir et à interpeller les pouvoirs publics, enfin, interpeller les institutions en disant mais vous ne pouvez pas continuer à faire ça tout seul. Vous les avez mis tout seuls. Maintenant, il faut aussi que la société civile s'empare de ces questions-là. Bon, voilà. J'ai pas de réponse. Autre question ici, Benjamin. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Vous avez introduit votre propos en citant des artistes marcheurs, les situationnistes et les surréalistes.
Et en filigrane, je pensais à des artistes du land art quand vous parliez. Que ce soit Smithson qui soit intéressé à la notion d'entropie ou à Richard Long qui a fait des marches dont il rendait compte au début par des photos un peu très ordinaires, pas du tout esthétisantes. Et je voulais savoir si vous aviez un lien avec ces artistes, et sinon, si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Les filiations, elles sont hyper nombreuses. Vous avez raison, j'ai été hyper rapide parce que je ne voulais pas faire une intervention sur la marche comme pratique artistique. Ça aurait été vraiment encore une autre, mais vous avez raison, le land art peut rentrer complètement dans une histoire. On peut citer aussi le mouvement Stalker des Italiens qui ont été vraiment, en tout cas, importants pour nous, moins peut-être dans la pratique que dans on va dire une argumentation théorique aussi qu'ils ont faite. Alors, c'est vrai qu'on a un lien avec tous ces mouvements-là. Et en tout cas, ce qui est très juste dans ce que vous dites, c'est que la question qu'on a en commun avec toutes ces pratiques, c'est la question de la documentation. Comment on garde une trace d'une chose aussi éphémère que une balade, un événement partagé. On essaye, on se pose cette question en continu sur, on appelle ça aussi des récits, voilà, des récits de nos balades, comment on crée une archive des contenus, des connaissances qu'on accumule, des pratiques et de ce qui se passe sur le moment, c'est-à-dire comment on peut faire œuvre dans le temps d'un moment partagé. Donc on essaye d'y travailler, on n'a pas une réponse parfaite, et en tout cas, moi je crois vraiment que la trace qu'on crée, elle est quand même beaucoup dans du vivant, c'est-à-dire dans les gens qui ont fait. Alors c'est assez bizarre parce que bon, il faut qu'on accepte quand on fait ce genre de pratique artistique que tout ça va beaucoup disparaître, qu'il va rester des mémoires, des récits partagés, des ah est-ce que t'étais à la balade de tel artiste à tel moment dans telle année sur le plateau de l'Arbois ou ailleurs. Voilà. Alors après, les artistes avec lesquels on travaille, on invite effectivement des artistes avec des pratiques extrêmement différentes. On a aussi quand même, et donc dans ces cas-là, nous, la manière dont on se place par rapport à eux, c'est presque un peu des fixeurs, on dirait dans le milieu journalistique. C'est comment on fait atterrir une œuvre réellement dans un territoire, que ça ne soit pas plaqué parce que on a envie de faire œuvre un moment dans ce type de paysage. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça vient résonner avec voilà, tout ce dont je viens de parler. Donc on est dans une pratique d'accueil et d'atterrissage d'artistes chez nous. Donc ça passe parfois par la programmation, parfois par uniquement de l'accompagnement, parfois par de la coproduction. Et par ailleurs, on a vraiment une équipe d'artistes avec qui on travaille très régulièrement parce que on est à la fois bureau de production, bureau des guides, et on est un peu une troupe aussi. C'est-à-dire qu'on a une groupe d'artistes marcheurs fidèles avec lesquels on travaille parce qu'eux ont beaucoup la connaissance de ce territoire. Voilà, donc même notre forme, elle n'est pas complètement arrêtée sur ces questions-là. Y a-t-il une dernière question ? Ah oui, oula, il y a plusieurs questions. Bonjour. Déjà, merci de votre intervention. C'était juste une remarque, en fait. C'était pour dire qu'au Havre aussi, alors je parle en leur nom parce que je sais qu'ils ne sont pas présents. Il y a un collectif qui s'appelle Terreau qui organise des balades périurbaines tout autour de l'agglomération havraise et au sein de l'agglomération havraise, un peu sur le modèle de ce que fait le Bruit du Frigo dans la ville de Bordeaux. Voilà, c'est tout. Merci. J'en profite juste pour dire qu'effectivement, on est un peu original à Marseille, mais on n'est pas les seuls au monde. Il y a le Bruit du Frigo, il y a le Sentier du Grand Paris, et on est membre d'un réseau européen de sentiers métropolitains. Il y en a à Athènes, il y en a à Düsseldorf, il y a à Londres. Voilà, donc on est membre d'un grand sentier. Donc bien sûr, on est attentif et on est très curieux de toutes les initiatives qui se font partout sur ce type de pratique. On profite pour préciser que la personne qui vient de prendre la parole est l'architecte de ce fameux jardin dont on parlait tout à l'heure. La marque. Plus de questions ? Une question. Ah, pardon. Bonjour.
Combien de temps on met pour faire tout le parcours à pied du sentier? Et est-ce que c'est possible, enfin je sais pas, moi dans mon imaginaire, quand on fait une randonnée ou autre, on va sortir sa tente et faire un bivouac à côté du sentier ou pas très loin. Est-ce que s'il y a des endroits où c'est possible et des endroits où c'est absolument pas possible vu que ça passe aussi par la ville? Voilà. Excellente question. Alors, combien de temps on met? Ça fait 360 km, donc ça dépend combien de kilomètres tu fais par jour. C'est long. Et la question que tu poses, elle est extrêmement importante et problématique. Parce que non, quand on marche en urbain et périurbain, on ne dort pas n'importe où. C'est même assez compliqué. Donc on essaye, on a essayé en tout cas beaucoup en 2013 de documenter quelles étaient les possibilités d'hébergement. Parfois chez l'habitant, parfois en auberge de jeunesse, parfois en camping, etc. Mais c'est pas, c'est pas super facile. C'est un peu une des limites. Voilà. J'en profite juste pour toucher un mot parce que dans les solutions qui existent, par exemple, on a des cousins dont on est très proche dans une initiative qui s'appelle Hôtel du Nord à Marseille, qui est une coopérative d'habitants qui a décidé de valoriser autrement le patrimoine aussi culturel populaire des quartiers nord. Et eux, c'est un anti-Airbnb. C'est des chambres chez l'habitant, mais où on est vraiment accueillis par des habitants qui nous font découvrir le coin. Donc typiquement, on travaille avec des gens comme ça. Mais il y a plein d'endroits où ça va être beaucoup plus compliqué, ouais. Non, je suis désolée, c'est pas le truc hyper facile à faire en fait, pour de vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je sens que l'Office du